Alors, le gouvernement a lancé donc une concertation post-débat public et en parallèle, il va engager avec un certain nombre d'entreprises un dialogue concurrentiel qui débouchera fin 2023, tout début 2024, sur la désignation du lauréat. Lauréat qui donc sera chargé de réaliser un premier parc éolien d'une puissance de 1000 MW à l'horizon 2030. Le raccordement électrique sera pris en charge par RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est une entreprise publique. Dans le cadre de la concertation, nous allons mettre en place 4 groupes de travail avec les pêcheurs, les associations environnementales, les élus et les acteurs économiques et tous les autres usagers. Ces groupes de travail seront installés avant la fin de l'année 2022 et travailleront jusqu'à la désignation du lauréat, donc début 2024. Le ministère de la Transition énergétique et RTE, qui assure actuellement la maîtrise d'ouvrage du projet, ont lancé un certain nombre d'études qui nourriront le dossier remis au lauréat dans un peu plus d'1 an. On trouve, alors ce sont des études géophysiques, ce sont des études qui portent également sur la biodiversité. Il y aura en particulier une étude que nous avons baptisée Migratlan et qui s'attachera au suivi des oiseaux migrateurs. Une fois que le lauréat aura été choisi, il devra lui-même remettre une étude d'impact à l'appui de sa demande d'autorisation administrative. Il y aura une enquête publique, le commissaire enquêteur sera amené à rendre un avis et c'est au vu de l'ensemble de ces informations que l'autorité administrative prendra une décision. L'enjeu pour nous, c'est d'associer l'ensemble des comités des pêches concernés à nos travaux pour définir, pour trouver, si vous voulez, les solutions qui permettront de concilier le maintien des activités de pêche professionnelles et l'installation d'éoliennes en mer. Il y a des distances importantes entre les mâts dans ces parcs, puisque ce sont des distances qui vont de 1 à 2 km quasiment. S'agissant des pêcheurs charentais-maritimes, une grande majorité de leurs bateaux, à peu près 80% pour le port de la Cotinière, ne vont pas au-delà des 20 000 parce que ce sont de petits bateaux. Voilà. Alors ceci étant dit, il y a quelques embarcations qui peuvent aller pêcher dans cette zone. Il y a des pêcheurs des Pays de la Loire, il y a des pêcheurs de Bretagne qui évoluent dans cette zone. Donc ils devront également être associés à nos travaux. La taxe éolienne fait l'objet d'une clé de répartition pour les projets qui se situent dans les limites des eaux territoriales, c'est-à-dire à moins de 12 000 des côtes. Là, il existe une répartition entre les communes directement impactées, les comités des pêches, l'Office français de la biodiversité et la SNSM. En revanche, pour les projets situés au-delà des 12 000,
donc c'est le cas de celui d'Oléron, à l'heure actuelle, il est prévu que l'intégralité du produit de la taxe éolienne revienne au budget général de l'État. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des réflexions sont en cours au ministère de la Transition énergétique, avec le ministère des Finances, pour définir les modalités de répartition de cette taxe pour les projets tels que le nôtre. Bon, mais il n'y a pas urgence puisque ce projet est prévu pour entrer en service à partir de 2030. Il y aura en tout état de cause des retombées pour les collectivités dès lors que le projet aura des retombées importantes pour l'économie locale. On estime que 20 à 25% du coût de réalisation d'un parc éolien en mer bénéficie au territoire d'implantation. Notre rôle a changé par rapport à la commission particulière du débat public qui animait, organisait, planifiait toutes les sessions de rencontres et créait les outils pour informer le public. Cette fois-ci, maintenant, nous sommes dans une concertation continue, nous devenons des garantes de la concertation et en cela, nous conseillons, alors je ne sais pas si le terme est adapté, mais en tout cas, nous faisons des recommandations aux maîtres d'ouvrage pour garantir un continuum de concertation avec les publics, de participation également, même si c'est une phase plus technique. Nous, on exige quand même que le public ait accès à l'information, continue d'être informé et d'être écouté. On va être là également pour garantir un point qui étonne parfois, mais c'est l'équivalence de parole. C'est-à-dire que le citoyen qui vient s'informer dans une réunion publique a le même poids que n'importe quel élu qui peut être à une table pour prendre la parole. Voilà, donc la parole du citoyen, elle a une valeur pour nous et on tient à ce qu'elle puisse s'exprimer, même dans cette phase qui est plus complexe. Existe aujourd'hui pour les collectivités qui souhaitent notamment que l'État vienne présenter les choses, évidemment, ils le demandent et ils peuvent nous le demander directement à nous, garants, puisqu'on est là pour ça, pour garantir bien que l'information, elle va passer et qu'elle va diffuser sur le territoire. Ça peut être de l'information pure, descendante, ce qui n'est pas extrêmement satisfaisant, mais les publics auront toujours la possibilité de faire remonter leurs avis, leurs craintes, puisque ce projet est en voie de se faire. Donc, il y a des craintes légitimes des publics et il faut qu'ils puissent continuer à les exprimer et à s'informer. Donc, notamment, bientôt, l'État aura finalisé tout ce qu'on appelle photomontage, qui permettent de comprendre quel impact sur le paysage. Bon, ça, typiquement, je pense que le grand public a besoin de savoir et souhaite savoir quels seront les impacts paysagers de ce type de projet avec les simulations qui vont être faites.